Vous êtes au Cégep John Abbott et puis on a un centre de soutien pour étudiants autochtones. C'est un collège anglophone, donc le centre est connu sous Indigenous Student Resource Center. Et puis, en fait, au collège, on offre des services aux étudiants autochtones depuis près de 30 ans, depuis 1990, qui a des activités au collège axées sur la réussite scolaire des étudiants. Alors, le centre a une mission double. Tout d'abord, favoriser la transition, la rétention, le succès académique des étudiants autochtones et en même temps, faire connaître les réalités autochtones à l'ensemble de la population collégiale. Et un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas, d'une manière efficace, soutenir nos étudiants autochtones si, en contrepartie, on ne fait pas de la sensibilisation, de la formation au reste de la population étudiante et au corps professoral. Alors, c'est notre mission qui est à deux volets pour vraiment soutenir la population autochtone. Ici, au collège, il y a environ 6500 étudiants et les populations autochtones représentent 1% de la population étudiante totale. On a entre 60 et 65 étudiants autochtones ici au collège qui viennent principalement du Nunavik, les Inuits, les Cris, la baie James et des Mohawks de la région de Montréal, Ganawagé, Kanesatake. Aussi, on a, dépendamment des années, quelques étudiants des nations algonquines, de Kizigans-Zibi et aussi Mi'kmaq. Okay. Vu qu'on est un collège anglophone, on va chercher les étudiants dont la langue, je dirais, seconde est l'anglais, parce que la plupart de nos étudiants parlent leur langue traditionnelle à la maison. Parfait. Et l'aspect peut-être plus culturel? Donc, c'est ça, Fusion Jeunesse collabore avec le centre à John Abbott depuis maintenant 3 ou 4 années. 4 ans. 4 ans. Donc, notre modèle est assez simple. En fait, on engage des coordonnateurs de projets qui sont des étudiants universitaires qui viennent travailler ici à temps partiel, environ 15 heures par semaine, pour offrir une programmation aux jeunes étudiants autochtones à travers le centre. Donc, cette programmation-là est en collaboration avec l'embauche de 2 ou 3 animateurs locaux qui sont en fait des étudiants autochtones du Cégep qui vont pouvoir arriver à leur premier emploi à Montréal. Et l'objectif de notre programme, c'est de créer un sentiment d'appartenance à travers le collège et aux études pour qu'on ait une plus grande rétention scolaire. Donc, la programmation comporte des activités culturelles. Donc, on fait des activités de perlage, on fait des activités de cuisine traditionnelle aussi quand on a l'opportunité d'avoir des viandes de chasse. On fait aussi des sorties à Montréal, c'est-à-dire qu'on va prendre l'autobus avec les jeunes, aller au cinéma tout simplement, mais aussi apprendre comment prendre le métro et se repérer dans Montréal. Tout ça pour que les jeunes créer un sentiment d'appartenance, mais aussi de confort au cégep, à Montréal et à leur nouvelle vie post-secondaire. Les activités sont aussi des fois simplement juste plaisantes. Avoir des activités de cuisine en groupe, échanger en culture aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de renforcer beaucoup. Chacun puisse apporter leur propre composante culturelle à nos activités, c'est vraiment apprécié. On fait aussi des activités plus extraordinaires. Donc, on a une retraite hivernale qui approche parce que les jeunes vont partir pour une fin de semaine dans un chalet en collaboration avec les étudiants du Cégep John Abbott et Dawson dans le but de faire des activités vraiment plus spécifiques aux études. Donc, faire des sessions d'études, comment est-ce qu'on gère nos études, comment est-ce qu'on peut mieux annoter nos textes, mais aussi des activités. Il y a beaucoup des jeunes qui ont mentionné le Léon Territoire qui s'efface un peu quand on est en ville. Surtout quand on vient du Nunavik ou de Hiyoshi. Donc, en pouvant sortir une fin de semaine de Montréal, de faire des activités à l'extérieur, de faire de la méditation, du sport,
Ça va vraiment renforcer ce lien-là. Puis ça vient aussi à un moment clé, le mois de mars, parce qu'on vient de finir les examens, il reste pas beaucoup de temps, puis on s'ennuie de la maison. Pouvoir aller sur le territoire comme ça, c'est vraiment une belle opportunité par les jeunes et c'est organisé par ces jeunes-là en collaboration avec le coordonnateur. Donc, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage pour tout le monde, puis d'acquisition de connaissances par rapport à l'école, mais aussi par rapport à des compétences qui sont utiles dans toutes les sphères de notre vie. OK. Donc, le partenariat avec Fusion ou Fusion Jeunesse est très important pour nous parce que c'est complémentaire. Nous, au collège, nos activités sont plus axées dans le sens académique, du tutorat, de l'aide aux devoirs. Aussi, on a un programme spécifique pour les étudiants qui arrivent. C'est un tremplin DEC et qui s'appelle Crossroads. Et c'est un programme donc de transition au cégep pour les jeunes qui viennent des communautés. Alors, ce programme-là a été designé spécifiquement pour eux, avec des cours qui sont dédiés. Pour certains cours, il y a simplement des étudiants autochtones dans ces cours-là. Dans d'autres cours, ils sont intégrés là, au cours du collège. Ce sont tous des cours crédités de niveau collégial, mais avec un soin particulier pour les besoins là, des étudiants autochtones. Alors, après cette première année-là, les étudiants prennent différents programmes qui les intéressent, tant le programme qui mène aux études universitaires ou des programmes techniques comme tels. Nous, en plus de ça, il y a un programme spécifique pour les étudiants qui viennent du Nunavik, les Inuits. Et c'est tout nouveau. On est dans la première année et ça s'appelle Nunavik Sigunit Sabut et qui est axé justement sur les connaissances que les étudiants Inuits vont avoir besoin au Nunavik. OK? La même chose que les cours, par exemple, de littérature sont axés sur les auteurs inuits. Ainsi. Donc, c'est une première. Ça semble très bien fonctionner parce que le taux de rétention est très bon. Alors, on en saura un peu plus, mais c'était un programme spécifiquement développé en collaboration avec divers organismes inuits du Nunavik pour répondre aux besoins de ces étudiants-là. On est aussi, ici au collège, on a signé le protocole Indigenous Education Protocol des collèges communautaires du Canada, dans lequel on s'engage à développer et à mettre en place différentes initiatives ou toucher différents aspects qui touchent le collège. Alors là, le collège a signé ce protocole-là et il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour regarder chacun des éléments et voir comment on peut répondre aux engagements qu'on a faits. On a aussi un groupe d'enseignants qui se concentre sur comment indigenize le curriculum, comment décoloniser l'enseignement, les contenus qui sont enseignés et qui souvent c'est très... on s'en rend même pas compte, c'est inconscient. On introduit des notions de colonisation dans notre enseignement. Donc là aussi, il y a un groupe d'enseignants qui se penche sur ce dossier-là là, de décoloniser le curriculum. En plus de ça, ici, on a un certificat en études autochtones. OK, le certificat comme tel,
pour ceux qui ne sont pas familiers avec les cégeps, c'est pas un programme en soi, c'est plus un profil. Si les étudiants choisissent certains cours dans lesquels il y a des contenus autochtones, à la fin, ils ont une mention dans leur diplôme. Ici au collège, on a 4 certificats, sont l'environnement, études féminines et relations entre les personnes, la paix, peace study et études autochtones. Alors, ça fait partie, comme vous savez, au collège, on peut choisir différents cours et donc, il y a des enseignants qui mettent l'accent sur les réalités, les valeurs, les enseignements autochtones. Donc, si ces étudiants-là prennent ces cours-là, soit en anglais, en français, même en éducation physique, à la fin, ils ont cette mention-là de certificat. C'est-à-dire, c'est plus un profil ou un champ d'intérêt qu'ils ont développé. C'est d'aller à la base, OK, prendre contact avec les différentes communautés, apprendre à connaître les différentes nations autochtones et s'asseoir ensemble pour déterminer quels sont les besoins ou les approches privilégiées. OK? Il faut faire attention de ne pas reproduire le modèle de colonisation en disant, bon, on va vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous. En même temps, les nations autochtones vivent dans un monde actuel moderne. Donc, il y a manière de concilier les approches ou les worldviews qui sont différents, mais pour lesquels on peut aller chercher du positif pour chacun. Alors, je le dirai jamais assez, c'est vraiment juste au départ, il faut avoir l'esprit ouvert, être ouvert aux différences, être ouvert à vivre dans quelque chose qui n'est pas, qui est en dehors de notre zone de confort. Et de part et d'autre. Donc, les programmes ne peuvent pas se faire en vase clos ou les initiatives, mais en collaboration avec les différentes nations. Pour Fusion Jeunesse, je dirais que l'approche comme de notre programme est vraiment holistique, puis c'est concentré sur le bien-être des jeunes, puis autant le bien-être académique, donc c'est pour ça qu'on travaille avec le cégep et les institutions scolaires, mais aussi le bien-être émotionnel, le bien-être juste de physique, donc et mental des jeunes. Alors pour nous, c'est pour ça qu'on essaie d'offrir une grande variété d'activités, puis s'assurer que tous ces besoins-là sont comblés, parce qu'on croit vraiment que c'est ça qui va permettre la rétention scolaire chez les jeunes, c'est qu'ils se sentent bien dans leur environnement d'apprentissage, particulièrement pour les jeunes au post-secondaire qui quittent leur communauté et qui sont dans une période de transition, s'assurer que tous ces besoins-là sont rencontrés par une programmation qui est sensible à leurs besoins. C'est ça qui détermine le succès. Un autre aspect qui fait peut-être que le programme fonctionne bien, c'est l'approche holistique, mais par rapport à la communauté puis l'implication de la communauté dans l'éducation des jeunes. Donc, on a un programme de mentor aussi où est-ce qu'on prend des gens qui réussissent dans leur domaine, que ce soit de la coiffure aux jeux vidéo, et qui deviennent des mentors pour les jeunes en disant « Voici mon parcours de vie, voici les étapes qui sont pas toujours en ligne continue vers le succès, et voici comment je suis avec à qu'est-ce que je veux faire. » Puis, demander aux jeunes « Qu'est-ce que vous voulez faire? » Donc, le programme de mentorat, c'est ces rencontres-là, mais c'est aussi des visites des fois de l'espace de travail de la personne, puis d'être travailleur d'un jour dans un certain sens et de voir qu'est-ce que ça implique. Donc, pour pouvoir diriger les jeunes par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les communautés. S'ils veulent retourner ou s'ils veulent rester à Montréal, voir c'est quoi les opportunités, qu'ils soient conscients que c'est pas parce qu'en ce moment c'est un blanc qui occupe ce poste-là qu'un jour ça serait pas
ce jeune qui est passionné par cette carrière-là, qui va pouvoir occuper ce poste-là. Donc, créer ces liens-là entre la communauté, on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, mais pour nous, c'est vraiment ça qui est important. Puis la collaboration avec John Abbott témoigne vraiment de ça, qu'on travaille vraiment de pair avec les acteurs importants dans la vie de ces jeunes-là. Un autre aspect qui est important pour nous, c'est créer de la capacité, local capacity building, donc créer de la... Je sais pas comment on va dire en français, mais local capacity building, pour nous, c'est vraiment important. Puis ça se témoigne par notre programme d'animateurs, parce qu'on voit ces animateurs-là créer et apprendre beaucoup en travaillant. Donc, l'approche expérientielle fonctionne vraiment beaucoup pour ces jeunes-là qui vont gagner des compétences autant académiques qu'émotionnelles, que sociales, que en santé physique. Puis après ça, ils vont pouvoir apporter ça dans leur vie, faire rayonner ça dans le cercle parmi tous les étudiants autochtones et non autochtones, les ramener ça dans leur communauté après. Et en ayant en même temps sur leur CV une marque disant comme j'ai déjà occupé un poste avec ces tâches-là, puis je suis capable de redonner à ma communauté après ou de m'investir dans des initiatives urbaines. Le succès est évalué, par la longévité des services comme tel, le fait qu'il y a des étudiants. Bien souvent, on a les frères, les sœurs, même on commence à avoir les enfants d'étudiants aussi. Donc, le fait que les étudiants autochtones fréquentent le centre, comme tel, et qu'ils viennent chercher quelque chose, et je suis certaine que chaque étudiant qui passe ici va retourner en ayant grandi, en ayant appris. Même si parfois ils vont pas compléter leur diplôme officiellement, les compétences ou les connaissances d'eux-mêmes qu'ils ont appris, c'est un plus. Aussi, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés et qui veulent en connaître plus. Quand je fais des sessions de formation ou d'information, il y a toujours de plus en plus d'enseignants qui sont intéressés. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais ça fait boule de neige. Les gens veulent bien faire. Il y a des ratés parfois, mais j'ai dit, le fait d'avoir la volonté de faire des rapprochements, de faire les bonnes choses, mais ça, c'est un signe de réussite. Pour Fusion Jeunesse, la manière dont on mesure le succès, de manière très quantitative, à chaque année, à la fin de l'année scolaire, pour toutes les communautés où on est présent, on envoie un sondage qui est rempli par les jeunes et un sondage rempli par le personnel et les partenaires locaux pour évaluer c'est quoi l'impact de Fusion Jeunesse dans la communauté et sur les jeunes, ou la perception de l'impact aussi des fois. Donc, c'est vraiment des données quantitatives qui nous sont vraiment utiles pour évaluer et réévaluer notre programmation d'année en année et de l'améliorer. Ensuite, une autre perspective qui est assez intéressante, c'est que le modèle d'expansion de Fusion Jeunesse en communauté autochtone se fait beaucoup de bouche à oreille. Donc, on ne va pas aller nécessairement cogner à des portes, c'est vraiment les écoles qui viennent à nous parce que les écoles se sont parlé ou ont vu, par exemple, cette année, on a ouvert à Dawson sur le même modèle que John Abbott parce que Dawson a vu que John Abbott avait ce service-là puis que c'était un besoin dans l'école. Donc, on a pu, après un travail de longue haleine, de financement, on a été capable d'ouvrir ce projet-là. Donc, à chaque fois qu'on a des nouvelles demandes, on voit que c'est un programme qui est apprécié. Et quand nos partenaires aussi en parlent dans des rencontres ou en parlent à leurs collègues aux autres cégeps, pour nous, on voit que c'est une marque de succès. Mais d'un point de vue personnel, je dirais la plus belle marque de succès de nos projets, c'est quand on parle aux jeunes. Puis, il y a quelques minutes, enfin, on était assis avec une des jeunes qui a dit que qu'elle fait de l'anxiété sociale, puis avant d'être engagée comme animatrice, pour elle, c'était vraiment difficile de parler aux autres jeunes autochtones dans le collège, mais que maintenant qu'elle avait comme une éthique de travail qui était peut-être plus forte dans son anxiété sociale, ça l'encourageait à aller vers les autres jeunes. Puis pour nous, juste avoir ce témoignage-là, c'est quelque chose qui fait comme, OK, peut-être que ça fait pas une différence dans la vie de tous les jeunes autochtones au collège, mais au moins, si on est capable d'aller en chercher quelques-uns qui avaient ce besoin-là, puis de répondre à leurs besoins, pour nous, c'est une marque de succès. Les succès sont pas toujours dits, ils sont pas toujours nommés par les jeunes, mais qu'il y en ait certains jeunes qui sont à l'aise de communiquer ça, pour nous, ça démontre qu'on est
successful. Oui. Ça fait que c'est plus que des chiffres, c'est plus que le nombre de participants ou le nombre de gradués. C'est en étant à l'écoute, c'est tout l'aspect qualitatif de la relation et c'est comme ça là, que moi j'évalue le succès. Puis même si des fois il y a des jeunes qui ne complètent pas le programme dans les temps requis en 3 ans puis qui vont prendre un semestre pour retourner dans leur communauté, se ressourcer et revenir après, mais le fait qu'ils reviennent, pour nous, c'est une marque de succès. C'est de dire, mais peut-être qu'il y avait besoin de cette pause-là, peut-être qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans nos vies puis de se donner le droit de quitter pour revenir, mais pour nous, c'est aussi une marque de succès que ces jeunes-là aient le désir de poursuivre leurs études malgré les embûches de la vie, de la distance aussi par rapport à la maison. OK. Oui, parce que c'est un autre élément ici. Au collège, nos étudiants viennent de l'extérieur. Il y a peut-être d'autres collèges qui sont géographiquement plus près des communautés. Donc, c'est plus facile à ce moment-là pour les jeunes de rester en contact avec leur famille, leurs amis, puis de retourner chez eux le soir. Mais quand on vient de Coudjouac, on ne peut pas retourner le soir chez soi. Donc, ils viennent ici pour un semestre complet. Et donc, c'est difficile émotionnellement. Donc, il faut tenir compte aussi de cet élément-là. Idéalement, plus que les Autochtones prennent en main leur formation, leur éducation. Idéalement, c'est ce à quoi on doit en venir. Il y a les commissions scolaires CRI, les commissions scolaires Inuit comme telles qui gèrent là, les formations primaires, secondaires, mais ça devrait continuer. J'aimerais voir plus de collèges autochtones, auxquels les non-autochtones pourraient participer aussi. En fait, faut aussi éviter c'est pas de faire des ghettos, mais c'est de chacun être fier de sa culture et de pouvoir partager cette culture-là. Et donc, il y a beaucoup de chemin à faire et ce serait important que les Autochtones, et ça se fait de plus en plus, là, Oversea voient le développement de leur programme et des formations selon les besoins précis. Je dirais que pour Fusion Jeunesse, comment est-ce qu'on pourrait décrire l'éducation autochtone? Je pense que pour nous, c'est vraiment, encore une fois, dans l'approche holistique, où est-ce qu'on implique plein de gens, mais il y a beaucoup d'initiatives d'octonisation des curriculums en ce moment qui se passent, mais il y a aussi une composante qui est souvent oubliée, c'est décoloniser les manières d'enseigner, les manières d'évaluer, les manières d'apprendre. Puis je crois vraiment que les modèles qui ont une approche vraiment expérientielle à l'apprentissage, qui valorisent les connaissances des porteurs de savoir traditionnels ou des aînés, qui intègrent les aînés en classe comme étant aussi valides que les savoirs d'un professeur qui aurait fait un doctorat dans le domaine. Pour nous, c'est vraiment important, puis c'est pour ça qu'on laisse vraiment une place quand on parle des mentors, autant aux mentors autochtones que non autochtones, mais basés sur leur expérience de vie, leur expérience de travail. Puis qu'on va on sort à l'extérieur des boîtes pour vraiment montrer qu'il n'y a pas juste un chemin à la réussite scolaire, c'est que l'apprentissage se fait tous les jours, à l'école, en quatre murs, à l'extérieur de l'école aussi, durant les heures de cours, emmener les jeunes à l'extérieur, rencontrer des gens, échanger, débattre, puis créer une sorte d'esprit critique pour qu'ils puissent devenir un citoyen vraiment qui participe dans le monde. Puis je pense que pour nous, c'est ça, l'éducation. Oui, c'est ça. Ça se fait pas en vase clos. J'espère bien qu'il va y avoir plus de collèges comme le collège Kiuna, comme tel. Je sais que dans les autres provinces, je sais qu'en Ontario, là, les collèges, il y a un certain nombre de collèges qui ont leur autonomie.
Je pense qu'au Québec, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait dans le reste du Canada au niveau de l'éducation pour et par les Autochtones. Il y a beaucoup plus de collèges autochtones, beaucoup plus de projets de collaboration. Et donc, c'est vers ce modèle-là qu'on devrait tendre. Ouais, comme organisme, nous, on a la chance de travailler avec des jeunes qui sont tous sur le spectrum de l'âge des apprentissages scolaires, du primaire, secondaire au post-secondaire. Puis, on a la chance de réaliser qu'il y a qu'il y a une génération de jeunes autochtones en ce moment qui sont vraiment fiers de leur identité, qu'elle soit culturelle ou juste identitaire en tant qu'individu et d'être humain. Puis, je pense que cette estime de soi qui est de plus en plus renforcée, peu importe c'est quoi le modèle idéal de où on va être dans 10 ans, c'est de continuer vers cette lignée-là où est-ce que les jeunes sont fiers d'être qui ils sont, peu importe comment ils s'identifient, puis qu'ils s'engagent dans apprendre, peu importe dans la manière d'apprendre, qu'ils soient fiers d'apprendre, qu'ils soient fiers de partager aussi leurs connaissances, qu'ils apprennent entre pairs, puis qu'ils soient capables de créer des modèles dans leur propre communauté ou quand ils viennent au post-secondaire, de découvrir différents modèles qui vont les inspirer et qui, eux, à leur tour, vont inspirer. Donc, peuvent adapter aussi. Oui, qui peuvent s'adapter. Je pense qu'on espère vraiment, en tant qu'organisation, de nous-mêmes ne plus avoir d'emploi dans quelques années, puis que ce soit les jeunes qui nous remplacent. Déjà, dans quelques communautés, on a des jeunes qui sont passés à travers tout le processus, qui ont été participants au primaire, qui ont été participants au secondaire, qui ont été animateurs dans leur propre communauté, qui maintenant sont rendus coordonnateurs. C'est vraiment une fierté de voir qu'ils apprennent de ce modèle-là, puis que pour eux, c'est quelque chose en quoi ils se voient, puis qu'ils se sentent à l'aise d'animer, puis d'être coordonnateurs, puis d'avoir une position quand même importante dans leur communauté, dans leur propre école. Donc, c'est important, je pense, qu'ils suivent cette lignée-là, puis qu'ils continuent à s'inspirer les uns les autres. C'est d'avoir de plus en plus de collaboration, d'interaction avec les communautés. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'enseignants autochtones, que le personnel autochtone que les Autochtones soient représentés là, au niveau du personnel et des enseignants pour créer un équilibre et que les étudiants aient des modèles. Alors, on s'est beaucoup intéressé ou occupé de soutenir les jeunes autochtones. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. En fait, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'enseignants autochtones qui peuvent apporter donc leur valeur, leur vision au niveau de l'éducation. Je pense que pour nous, une chose qu'on a réalisée en travaillant dans multiples communautés, dans multiples environnements, c'est la formation. Je pense que la formation, tantôt je disais que ça prend un village pour élever un enfant. Il faut que le village soit formé et prêt à accueillir cet enfant-là, surtout quand on parle de période de transition dans un milieu qui est non autochtone. Je pense que c'est important que, oui, le centre soit prêt, mais aussi que les enseignants, la plus grande communauté qui entoure ce jeune-là dans son apprentissage, dans son parcours, soient formés dans différentes manières, que ce soit simplement en contexte socio-historique, en approche culturelle, mais aussi dans les différents modes d'enseignement. Aussi, peut-être comment est-ce que le jeune qui est dans ta classe a appris quand il était à la maison, mais peut-être sur le territoire, peut-être par son grand-père, c'était peut-être pas nécessairement ses parents qui enseignaient, on lisait peut-être pas à la maison. Donc, c'est quoi les différentes approches pour favoriser l'apprentissage du jeune puis favoriser le bien-être du jeune à l'école? Je pense vraiment que la formation, mais c'est quelque chose qu'on peut, comme c'est toujours en continu, là, ça sera jamais assez parfait. Nos coordonnateurs de projets sont formés 2 semaines par année à Montréal, une fois avant le contrat de septembre, une fois avant le contrat de janvier, et après ça, il y a une semaine qui suit où est-ce qu'on les forme rendus sur leur milieu de travail. Mais on manque toujours de temps pour couvrir tout le matériel, chaque formation est différente, donc ça démontre qu'il y a vraiment un besoin que le personnel non autochtone soit vraiment formé à accueillir ces jeunes-là et travailler avec ces jeunes-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut toujours être développé en s'améliorant et développer plus de liens avec la communauté non académique, donc encore plus de mentors, puis de voir comment est-ce qu'on peut faire des liens avec l'employabilité après en région. OK. Il y a aussi, mais il ne faut pas oublier les Autochtones en milieu urbain. OK, que ce soit dans les grands centres, Québec ou Montréal, il y a une grande population autochtone
qui ont aussi des besoins spécifiques et qui veulent être intégrés. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont le même lien avec le territoire ou avec leur communauté. C'est possible qu'ils soient arrivés récemment ou depuis plus longtemps, mais il y a cette identité autochtone qui est importante à faire valoir. On parle souvent des Autochtones en région, mais il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont en milieu urbain et qui peuvent contribuer à la société. Donc, les mettre en valeur aussi.